Bonjour, je vous souhaite une belle et heureuse année. Pour démarrer cette année, je me suis donc attaqué à un dessert que j'ai déjà traité à plusieurs reprises et qui a rencontré beaucoup de succès, la galette des rois à la frangipane. Mais cette année, j'ai décidé de lui apporter plus de gourmandise en me basant sur un feuilletage viennois. D'ailleurs, vous allez me demander, mais c'est quoi ce truc? En fait, il s'agit en quelque sorte d'un feuilletage classique, mais beaucoup plus riche et gourmand. En effet, plutôt que d'utiliser de l'eau comme liquide, ici nous allons utiliser des œufs et du lait. Nous pourrions aussi utiliser de la crème d'ailleurs. Elle a donc cet avantage de pouvoir être parfumée beaucoup plus facilement. Alors pourquoi ne la mettons pas en avant plus souvent? En fait, je pense que la première raison est économique à cause du prix des matières premières. En effet, les œufs, le lait, la crème coûtent beaucoup plus cher que de l'eau. Et il y a un autre point qui la différencie, elle est aussi très riche en matières grasses. Alors tout ça pour vous dire que seuls les grands pâtissiers l'utilisent, car ils peuvent se permettre de vendre leurs galettes à prix d'or. Un autre point, je sais que beaucoup d'entre vous appréhendent la partie rayage, et ça je peux tout à fait le comprendre. Alors dans cette vidéo, je vais utiliser un pochoir plutôt que de rayer ma galette, et finalement j'adore le rendu. Une autre particularité, je vais vous montrer comment la caraméliser, ce qui va lui apporter une touche de gourmandise supplémentaire. Et enfin, je tiens à préciser que cette recette est prévue pour réaliser 2 galettes de 24 cm, ce qui va aussi me permettre de vous montrer comment travailler avec un gros pâton de pâte feuilletée. Voilà, arrêtons de discuter et passons dans le vif du sujet. Pour réaliser la frangipane, nous allons commencer par préparer une crème pâtissière. Je commence par clarifier mes œufs, c'est-à-dire séparer les blancs des jaunes. Ici, seuls les jaunes me seront utiles. L'idéal est d'obtenir 50 g de jaune d'œuf. J'ajoute seulement la moitié du sucre, puis à l'aide d'un fouet, je mélange bien. Il n'est pas utile de faire blanchir la préparation, on veut simplement obtenir quelque chose d'homogène. Je verse la fécule de maïs et je mélange à nouveau pour obtenir un appareil tout aussi homogène. Je verse dans une casserole le lait, puis l'autre moitié du sucre. Sur feu moyen, je chauffe le lait et je mélange pour faciliter la dissolution du sucre. Lorsque le lait commence à frémir, j'en verse la moitié sur la préparation tout en remuant au fouet. Je mélange bien. Puis sur feu doux, je reverse la préparation dans le lait. Je remue sans cesse le fouet pour éviter que la crème ne colle au fond de la casserole. La crème va peu à peu s'épaissir. Puis, lorsqu'elle commence à bouillir, je fouette vigoureusement pendant 1 à 2 minutes. Elle est correcte lorsqu'elle devient bien lisse, détendue et brillante. À ce moment-là, je stoppe la cuisson et hors du feu, je continue de mélanger pendant 15 à 30 secondes. J'ajoute l'équivalent de 2 cuillères à soupe de rhum, puis je mélange de nouveau. Évidemment, cette étape n'est pas obligatoire, mais elle agit comme exhausteur de goût. Enfin, j'ajoute le beurre froid coupé en petits morceaux. Je mélange jusqu'à obtenir une crème parfaitement homogène. Je verse la crème dans un grand récipient de préférence pour accélérer son refroidissement. Je n'oublie pas de la filmer au contact pour éviter qu'elle ne croûte.
Et enfin, je la réserve au réfrigérateur jusqu'à son refroidissement complet. Nous allons pouvoir maintenant réaliser la frangipane. Afin d'apporter un peu de mâche à ma crème d'amande, j'utilise 1/3 d'amandes entières pour 2/3 de poudre d'amande. Je les hache assez finement, mais je m'assure tout de même d'avoir quelques petits morceaux d'amande. Ensuite, dans un cul de poule, je mélange mes deux types d'amandes. Une fois qu'elles sont bien mélangées, je les verse sur une plaque munie d'une feuille de cuisson. À l'aide d'un fouet, je répartis la poudre sur toute la plaque et je m'assure d'avoir une épaisseur régulière. Puis, j'enfourne le tout dans un four ventilé à 150 degrés pendant 15 minutes. Ceci va permettre de développer les arômes. Enfin, je laisse refroidir à température ambiante. Dans le bol du robot, j'ajoute le beurre qui doit être à température ambiante, puis le sucre glace. À l'aide de la feuille, je mélange mes ingrédients en augmentant progressivement la vitesse jusqu'à ce que le mélange devienne crémeux. Pour faciliter le mélange, je décolle l'appareil de la paroi, puis j'ajoute la poudre d'amande froide. Je continue de mélanger jusqu'à obtenir un appareil homogène. Je casse 2 œufs pour obtenir 100 g d'œufs entiers, puis je les mélange. Je verse la moitié des œufs, puis je mélange assez rapidement à l'aide du fouet et à la main cette fois-ci. On ne veut surtout pas foisonner l'appareil. Dès que le mélange est homogène, j'ajoute l'autre moitié et je mélange rapidement. Je sors la crème pâtissière du réfrigérateur et j'en prélève 240 g. Comme elle est assez ferme, il faut la détendre. Dans ce cas, je la fouette jusqu'à ce qu'elle devienne onctueuse. Il ne me reste plus qu'à mélanger les deux crèmes ensemble. J'utilise le fouet et je mélange jusqu'à obtenir un appareil homogène. Je transvase ma crème dans une poche à douille munie d'une douille ronde de 12 mm. Pour une galette de 24 cm de diamètre, le disque de frangipane devra faire 20 cm. Afin d'être le plus juste possible, je vous conseille fortement de peser la frangipane. Nous aurons besoin de 350 g de frangipane pour une galette de 24 cm. Si je vois que le poids n'est pas suffisant, je rajoute de la crème. On n'oublie pas la fève. Placez-la bien à l'extérieur du disque afin de minimiser les risques de tomber dessus lors de la découpe. Enfin, j'essaye d'uniformiser l'épaisseur. Il ne me reste plus qu'à la filmer au contact et à la placer au congélateur.
Pour réaliser la pâte feuilletée, nous allons commencer par préparer la détrempe. Je vais avoir besoin d'un beurre pommade. Si mon beurre est froid, je le passe quelques secondes au micro-ondes jusqu'à ce qu'il devienne mou. Ensuite, à l'aide d'un fouet ou d'une maryse, je le travaille jusqu'à ce qu'il devienne crémeux. L'étape suivante consiste à peser les œufs. Je vais donc devoir mélanger 2 œufs, puis peser la quantité souhaitée, ici 70 grammes. Je commence par verser les liquides dans le bol du robot, c'est-à-dire le lait et les œufs. Puis j'ajoute le sel et le sucre. Je mélange pour dissoudre le sel et le sucre. Ah, j'allais oublier. Vous pouvez ajouter un peu de vinaigre blanc qui ralentira d'une part l'oxydation de la pâte et d'autre part atténuera son élasticité. Je mélange bien pour minimiser le temps de pétrissage. Enfin, j'ajoute la farine, de préférence de tradition, T55 ou T65, et mon beurre pommade. Il ne reste plus qu'à pétrir le tout pendant 2 à 3 minutes en vitesse lente. Ce que l'on veut, c'est tout simplement mélanger tous nos ingrédients sans trop travailler la pâte afin de ne pas développer son gluten. Je n'hésite pas à racler la paroi du bol à mi-parcours pour minimiser le temps de pétrissage. Lorsque le mélange est à peu près homogène et que la pâte commence à former une boule, j'arrête le pétrissage. Maintenant, je vais continuer à pétrir la pâte sur mon plan de travail. C'est ce qu'on appelle le fraisage. Il suffit d'écraser la pâte avec la paume de la main jusqu'à obtenir une pâte homogène. De cette manière, j'évite de donner trop de force à ma pâte. Lorsqu'elle est homogène, il ne me reste plus qu'à l'aplatir tout en lui donnant une forme rectangulaire. Pour cela, il est conseillé d'utiliser une feuille guitare. À l'aide du rouleau, je m'assure de former un rectangle avec une épaisseur régulière. J'obtiens ainsi un rectangle de 25 par 20 cm. Enfin, je la place au réfrigérateur au minimum 2 heures. Après quoi, je vais pouvoir passer au tourage. Pour ces galettes, j'effectuerai 3 tours doubles. Je commence par fleurer mon plan de travail et je sors la détrempe du réfrigérateur. Celle-ci doit être bien froide. Je pense à fariner les 2 côtés de ma détrempe car je ne veux absolument pas qu'elle colle au plan de travail ou au rouleau. Puis, en m'aidant de réglettes de 8 mm d'épaisseur, je vais la baisser aux dimensions souhaitées. Je commence par la largeur jusqu'à atteindre 25 cm. Et je continue sur la longueur pour atteindre environ 41 cm. Je prends mes mesures toujours après avoir détendu ma pâte. Elle fait bien 41 cm par 25, c'est parfait. Je vais donc pouvoir la placer au congélateur le temps de m'occuper du beurre.
J'aurai au préalable préparé un gabarit de 25 cm par 20 à l'aide d'une feuille de cuisson. J'y dépose mon beurre froid au centre et je le frappe assez fort pour le détendre. Je n'hésite pas à le retourner pour pouvoir travailler correctement sur toute son épaisseur. Le but étant d'arriver à l'étaler au plus proche des dimensions du gabarit. Je referme le tout, puis en m'aidant de réglettes de 8 mm d'épaisseur, je l'abaisse uniformément en partant du centre et en allant vers les coins. C'est une étape où il faut être assez fort. Une fois le rectangle formé, je m'assure de sa texture et de sa température. Il est encore un peu froid, mais le temps de m'occuper de la détrempe, il sera parfait. Je sors ma détrempe du congélateur. Puis je farine le côté qui sera en contact avec le plan de travail. On peut donc voir qu'elle est bien froide. Je reprends une dernière fois ces dimensions avant de venir enchâsser le beurre. 25 cm de hauteur, c'est parfait. En revanche, il me manque 1 à 2 cm pour la largeur. Je rectifie ça au plus vite. Maintenant, c'est parfait. Je vais pouvoir venir déposer mon beurre au centre. Mon beurre est à 13 degrés, c'est parfait. Ce qui est important, c'est que la pâte et le beurre aient la même consistance. Je viens enchâsser mon beurre en évitant de superposer ma pâte. J'effectue donc un bord à bord. Durant cette phase, il faut être assez rapide car le beurre se refroidit vite au contact de la pâte froide. Je m'assure de bien fleurer mon plan de travail avant de procéder à la baisse. J'entaille les deux côtés de mon pâton pour casser la force de la pâte et éviter que les extrémités ne s'arrondissent de trop. En m'aidant de réglettes de 10 mm, je presse fermement les deux extrémités pour souder la pâte et le beurre entre eux. Puis en partant du centre, j'appuie fermement et j'effectue une légère rotation des poignets pour étendre la pâte d'un côté puis de l'autre. Je retourne le pâton pour obtenir quelque chose de régulier et j'effectue la même chose. Le pâton doit s'allonger et surtout ne pas coller au plan de travail. Enfin, je le remets dans sa position initiale et toujours à l'aide de mes réglettes de 10 mm, je la baisse normalement. Pour une abaisse parfaite, j'appuie à fond au centre, puis j'étale petit à petit. D'abord vers le bas, puis je me replace au milieu et je refais la même chose vers le haut. Étant donné que je travaille avec une grande quantité de pâte, je peux me permettre de laisser pendre un tiers de ma pâte dans le vide et ainsi réaliser mon abaisse correctement. Je l'abaisse donc petit à petit jusqu'à atteindre une épaisseur de 5 à 6 mm. Une fois cette épaisseur atteinte, je vais pouvoir réaliser mon premier tour double. Je repère donc le milieu en la pliant en deux. Mes extrémités sont un peu trop arrondies, je vais donc les couper. Enfin, j'effectue mon tour double en laissant un petit espace entre mes deux extrémités. J'égalise, puis je viens presser légèrement au centre pour faciliter le pliage final. Je consolide le tout au rouleau. Et c'est à faire des deux côtés.
Idéalement, il ne faudrait jamais dépasser 16 degrés en fin de tourage. On est donc très bien ici. Je protège mon pâton, puis je le place au réfrigérateur jusqu'au prochain tour double. Je commence toujours par fariner mon plan de travail et je sors mon pâton du réfrigérateur. Les pliures doivent se trouver sur les côtés. J'entaille les pliures pour casser la force de ma pâte. Ce que je veux maintenant, c'est étendre ma pâte dans ce sens. Pour cela, j'utilise une méthode bien à moi pour minimiser les risques de marbrage, dans le cas où mon beurre serait trop froid. Je fais donc pivoter mon pâton d'un quart de tour, puis, tout comme pour le beurre, je vais venir le frapper, mais de manière moins brutale. Je le fais des deux côtés, le pâton doit sensiblement s'allonger. Après ce traitement, je replace mon pâton avec les pliures sur les côtés et je peux commencer à baisser ma pâte de manière plus conventionnelle. Je commence avec des réglettes de 18 mm, puis j'abaisse petit à petit jusqu'à atteindre environ 5 mm d'épaisseur. Je réalise alors mon deuxième tour double. Pour le troisième et dernier tour double, la technique reste exactement la même. Elle se passe donc de commentaires. Mon dernier tour double est réalisé, je vais donc laisser reposer ma pâte avant de procéder à mon abaisse finale. Contrairement au tour double, cette fois-ci je place mes pliures en haut et en bas. En effet, ce que je vais chercher à faire, c'est de lui donner une largeur légèrement supérieure à la taille de mes galettes. Par exemple, pour une galette de 24 cm, je souhaite obtenir 28 cm de largeur. Il est toujours très important de retourner son pâton pour éviter un décalage entre les couches, et d'utiliser des réglettes pour obtenir un feuilletage régulier. Je suis quasiment à 28 cm, je vais pouvoir m'attaquer à la longueur maintenant. Je remets mes pliures sur le côté et maintenant la baisse se fera uniquement dans ce sens. Par contre, je constate que ma pâte s'est drôlement arrondie sur les côtés, car j'ai tout simplement oublié de l'entailler. Il est encore temps de le faire.
Ce côté arrondi devrait s'atténuer grâce à cela. Maintenant, je vais abaisser progressivement mon pâton jusqu'à 8 mm d'épaisseur, car je vous rappelle qu'avec ce pâton, nous pouvons réaliser 2 galettes de 24 cm de diamètre. Lorsque j'ai atteint les 8 mm d'épaisseur, je plie ma pâte en deux pour repérer le milieu. Puis, je la coupe en 2 parts égales. Chacune des parts me permettra de réaliser une galette. Je place l'une des 2 parts au réfrigérateur, le temps de m'occuper de la première. Le but du jeu va être maintenant de la baisser progressivement jusqu'à 2 mm d'épaisseur, mais toujours dans ce sens uniquement. Comme on peut le voir, la largeur est toujours de 28 cm. Je plie de nouveau ma pâte en deux pour repérer le milieu et découper 2 parts égales. Je vois que ma pâte se rétracte un peu lors de la coupe, ce qui signifie qu'elle a besoin de froid et de repos. J'entaille les mêmes côtés pour me souvenir du sens dans lequel j'ai étalé mes pâtes. Il est temps de la placer au congélateur quelques instants pour calmer le gluten. Je repose ma pâte froide sur mon plan de travail en m'assurant que l'entaille se trouve sur le côté. Et je peux voir que ma pâte manque de longueur, je vais donc l'étaler une nouvelle fois à 2 mm. Je la détends bien et vérifie une nouvelle fois. Là, on est bien. Je fais donc exactement la même chose pour mon autre moitié et je les place au réfrigérateur plusieurs heures. Nous allons enfin pouvoir passer au montage de la galette. Je sors ma pâte du réfrigérateur et j'assure de placer l'entaille sur l'un des côtés. A l'aide d'un cure-dent, je pique toute la surface de ma galette car je ne souhaite pas qu'elle gonfle lors de la cuisson. Je viens déposer mon disque de frangipane congelé au centre. Puis, à l'aide d'un pinceau et d'eau, je viens humidifier tout le contour de mon disque. J'essaye d'obtenir une surface un peu blanchâtre, qui n'est d'autre que l'amidon et qui va servir de colle. Enfin, je viens déposer ma seconde pâte avec l'entaille, cette fois-ci sur le haut. C'est ce qui me permet d'effectuer un quart de tour par rapport à la pâte du dessous, et ainsi éviter d'obtenir une galette ovale après cuisson. Je fais attention à ne pas former de poche d'air. Puis, à l'aide de la paume de la main, je soude les 2 pâtes entre elles. Il est inutile d'appuyer trop fort. Enfin, je pique de nouveau toute la surface de la galette. Je filme au contact le temps de la placer au congélateur 5 à 10 minutes afin de raffermir la pâte et de réaliser une découpe propre. Je centre mon cercle de 24 cm tout en faisant attention à ne pas écraser la pâte. Puis, à l'aide d'un cutter, je découpe tout le contour. Il est tout à fait possible de la cuire à ce stade, mais je vous conseille fortement de la laisser se reposer toute une nuit au réfrigérateur pour développer les arômes.
Pour la décoration et pour lui donner un léger goût caramélisé, je vais réaliser un caramel à sec. Donc sur feu moyen, je viens déposer une première couche de sucre, que je vais laisser fondre tranquillement. J'évite d'utiliser un ustensile pour mélanger, et je préfère simplement secouer ma casserole. Dès que le sucre est fondu, je rajoute une seconde couche de sucre, et ainsi de suite. Une fois que tout mon sucre est fondu et que le caramel a une belle couleur, je viens le déposer sur un tapis silicone, puis je le laisse refroidir à température ambiante. Une fois refroidi et bien dur, il ne me reste plus qu'à le broyer en une fine poudre. Attention à ne pas le mixer trop longtemps, au risque de le faire fondre. Une fois que j'ai obtenu une poudre assez fine, je la place dans un récipient hermétique. Comme je souhaite contrôler l'épaisseur de ma galette à 3 cm et que je ne possède pas de cercle de cette hauteur, j'utilise une astuce avec quelques écrous qui font 1 cm d'épaisseur. Après, c'est selon vos goûts, vous pourriez très bien choisir par exemple 4 cm d'épaisseur. Mes 4 cales sont prêtes, alors passons à la suite. Sur une plaque à pâtisserie, de préférence perforée, je viens badigeonner une feuille de cuisson à l'aide d'un pinceau avec du beurre fondu. Puis je dépose une fine couche de sucre cassonade sur toute la surface et je viens déposer mon pochoir. Enfin, je pose ma galette bien froide et je pose mes cales aux 4 coins. J'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 15 minutes pour l'instant. Pendant ce temps, je prépare une seconde plaque avec une feuille de cuisson en y ajoutant du pois. Après 15 minutes de cuisson, je viens déposer ma plaque sur mes cales. Puis je prolonge de 30 minutes supplémentaires, tout en baissant légèrement la température à 170 degrés à mi-cuisson. Après 45 minutes de cuisson, je retire ma plaque pour vérifier la cuisson de la galette et je rajoute en général 5 minutes de cuisson. À la sortie du four, je redépose sur le dessus ma seconde plaque afin de retourner ma galette. Il faut appuyer fermement et être rapide durant cette phase. C'est le moment de découvrir cette beauté et sans tarder, je viens saupoudrer ma poudre de caramel. Puis je replace la galette au four, le temps de faire fondre ce caramel. À la sortie du four, je viens la déposer sur une grille et je la laisse refroidir à température ambiante. La suite se passe de commentaires. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, pensez à liker la vidéo et à la commenter. C'est le meilleur moyen de me remercier. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.